et bienvenue sur Europe 1 dans la libre antenne. En cette période de vacances et de long week-end du 15 août, je voudrais vous inviter à prendre le temps de méditer sur une phrase de Montaigne. À celui qui se plaignait de n'avoir rien fait aujourd'hui, Montaigne répondit « Quoi ? N'avez-vous pas vécu ? De toutes vos occupations, non seulement c'est celle qui est la plus fondamentale, mais aussi la plus illustre. Avez-vous su méditer et prendre en main votre vie ? Si vous avez fait cela, vous avez fait l'œuvre la plus grande de toutes. » Et d'ajouter « Composer notre manière de vivre est notre devoir. Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est de vivre à propos. » C'est-à-dire, selon Montaigne, vivre au service de ce qui est posé devant soi. Une sorte d'exercice philosophique qui rend à l'instant sa totalité, car nous oublions souvent le fait de vivre, qui nous apparaît comme une tâche secondaire, pratique, pragmatique, tandis que nous penserons à des choses plus sérieuses. Alors en cette période de vacances, c'est-à-dire de détente, n'oublions donc pas de vivre, ingrédient fondamental de toutes les philosophies antiques qu'il faut constamment pratiquer face aux obstacles intérieurs qui ne cessent de revenir. Ne pas oublier de vivre, peut-être la chose la plus simple du monde à pratiquer. Pour Montaigne, manger, boire, dormir, parler avec ses amis, apprendre à supporter les souffrances, observer et ne pas reproduire les malheurs que nous nous infligeons chaque jour. Vivre aussi en évitant les jugements de valeur à tout bout de champ. Il s'agit alors de nous atteler à nos pensées, si on s'aperçoit de ce qui nous éloigne de notre vie, si on s'aperçoit qu'on ne voit plus le monde, qu'on ne vit plus sa vie, alors la sagesse sera de s'exercer chaque jour à voir et à vivre. Alors parlons de nos vies, de vos vies ce soir, de ce qui fait nos vies, de notre présent donc et de notre capacité à nous renouveler sans cesse, à accéder à une vie nouvelle. Vous pouvez nous appeler au 39 21. Vous serez accueillis au standard ce soir par Jeanne et Geoffrey. Et c'est Julien Jaffré qui réalise cette émission pleine de vie. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit, ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Et avant d'accueillir Isabelle à l'antenne, pour Jocelyne qui me demandait quel était le psychiatre dont je parlais hier, qui avait été déporté et qui avait écrit sur le sens de la vie, il s'agit de Viktor Frankl, Frankl, qui a écrit un très beau livre sur trouver un sens à sa vie. Et puis merci à Fanny pour votre mail et pour tous vos nombreux messages. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir Sophie. Merci infiniment de m'accueillir. C'est assez émouvant, comme beaucoup, je sais, parce que j'écoute votre émission régulièrement. En fait, voilà, je vous appelle parce que j'ai plusieurs ressentis qui m'habitent et dont je ne sais pas quoi faire, en fait. Je ne sais pas comment les gérer au quotidien. Ça passe du chaud au froid, du noir au blanc et c'est très déstabilisant, donc notamment dans mon couple. Et voilà, je suis maman de 4 enfants, dont 2 très jeunes. Et depuis, en fait, depuis que je suis maman avec mon deuxième compagnon, les choses ont changé. Enfin, on n'évolue plus de la même façon, j'ai l'impression. Lui a des choses à régler envers sa famille et envers d'autres, mais qu'il n'arrive pas à régler, qu'il ne peut pas, sans doute. Et du coup, je le prends à ma charge, quoi. Oui. Il me le confie volontiers, mais c'est pas forcément de l'ordre du conscient. Et c'est très... Enfin, j'en veux pas, en fait. J'en veux pas de tout ça. Oui, c'est ce que j'entends. Je sais pas quoi en faire pour autant, parce que même si des fois ça me glisse dessus, la plupart du temps, ça me fait surtout très mal, quoi. Donc c'est beaucoup de reproches, c'est des injustices, c'est des interprétations, il pense à ma place. De sa part à lui. Oui. 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 Il y a plus de complicité, il y a plus de soutien, il y a plus de bienveillance, il y a plus de respect, c'est que des reproches, voilà. Et pour autant, il semblerait, d'après d'autres, qu'il m'aime, mais moi je le ressens pas.
je le ressens pas, ou alors c'est ma vision de l'amour qui ne correspond pas. Mais... Non, mais enfin, vous avez essayé d'essayer enfin un peu de dialoguer de tout ça justement avec lui, ou comment ça se passe? Oui, puisqu'on a même commencé, on a eu plusieurs séances de médiation de couple, à laquelle il a bien voulu participer, parce que je sais que c'est pas évident, et pour ça je le remercie déjà. Mais cela dit, ça n'a pas abouti à quelque chose de positif, c'est-à-dire que on n'avance pas en tant que couple, on n'avance pas, et lui en tant qu'individu non plus, et il n'y a que moi j'ai eu l'impression d'être montée dans un train, et je sais où je vais, quoi. Oui. Et parce que je continue avec quelqu'un d'autre qui est une médiatrice aussi, c'est pas une psychiatre, ni cela dit, elle est très fine psychologue. Oui. Mais voilà, donc moi j'avance, je me sens quand même écoutée, quand même épaulée, mais si j'ai pas ça ne me suffit pas. Et qu'est-ce qu'elle vous renvoie, la médiatrice, justement, sur vous, sur votre comportement? Elle me renvoie de lâcher prise, justement de rendre à César ce qui appartient à César, de ne pas répondre à ça. De ne pas donner prise. Voilà, c'est ce que je pensais. Mais enfin, la théorie, je dirais que j'ai pas de problème avec la théorie, quoi. Je l'entends bien, puisque j'arrive à la restituer. Ça me parle pour les autres, ça va me parler. Je vais même pouvoir le dire à quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre. Mais en ce qui me concerne, moi, je pense que ça touche autre chose. Je sais pas, quelque chose dont j'ai pas forcément conscience, je ne sais pas. Non, mais c'est juste, Isabelle, c'est vrai que quelquefois on a conscience intellectuellement de ce qui se passe pour nous dans notre vie, vous voyez, comme un pulse qu'on verrait très très bien, et on voit pas comment faire. On bute sur mais comment je change ça, ou comment, même en ayant conscience, on voit pas comment se positionner autrement. Alors souvent il s'agit de changer de lunettes, en fait, de regard, parce que le fait de tout comprendre, c'est une chose, et vous avez raison, ça aide beaucoup, mais une fois qu'on a tout compris, il faut changer, pour changer sa posture, en fait, son attitude, il faut changer carrément sa façon de voir les choses. Une fois qu'on les a vues en vrai, il faut les voir autrement, quasiment. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous les avez vues telles qu'elles sont. Il faut maintenant considérer la situation autrement. C'est-à-dire considérer que vous êtes effectivement prise dans quelque chose dont vous sortez pas, prise dans quelque chose qui vous appartient pas, dans les interprétations, les reproches. Vous voyez, c'est tout un travail de regard à mener pour qu'à l'intérieur ça vous permette de bouger. Parce que là, il y a d'un côté la conscience de la situation qui va vous permettre d'agir maintenant, enfin qui va vous permettre de bouger. Maintenant que vous avez conscience de ce qui se passe, il reste une autre étape qui est de dire bon, je sais ça. En restant comme je suis, il peut rien se passer. Par contre, maintenant, il va falloir qu'à l'intérieur créer des protections, comme disait la médiatrice, rendre à César, mais surtout maintenant, presque systématiquement, quand les agressions arrivent, de les laisser glisser, en fait, et d'éventuellement faire comprendre que ça lui appartient, que ça vous appartient pas. Maintenant, c'est beaucoup d'énergie, c'est très fatigant, on va dire. Mais ça, excusez-moi de vous. Non, vous le faites déjà un peu, oui. Voilà, pas constamment, parce que c'est vrai que du coup, j'arrive pas tout le temps à faire en sorte que ça ne m'affecte pas. J'arrive pas à me protéger à ce point-là. Il arrive des moments où c'est trop fort et je me mets dans une sorte de bulle et je deviens inaccessible. Mais parce que sinon je craque complètement, et il est hors de question que je me laisse aller par rapport à mes enfants. Je ne me l'autorise pas, ça. Et quand en plus les reproches, les agressions arrivent même devant eux, je dirais que là je le supporte pas, quoi. Donc la seule chose que j'arrive à faire, c'est me taire. Et pour autant, quand je me tais, en dehors du fait que je suis consciente de me protéger en le faisant, j'ai aussi le sentiment de ne pas pouvoir me défendre. Bien sûr. Parce que c'est pas juste. Non. Je le laisse dire des choses injustes. Et non, faut reformuler, lui renvoyer, pas vous taire. Quelquefois j'y arrive, mais quelquefois j'ai pas souvent l'énergie. Ou alors c'est pas le moment, il y a les enfants, et puis après, pof. Mais moi, ce qui
qui me rend dingue aussi, c'est cette faculté pour lui de pouvoir passer de Mr. Hyde à Mr. Jekyll. Enfin, c'est pas forcément à ce point-là, mais il oublie très vite, il change de veste très vite. Une fois que ça a été dit, c'est passé. Sauf qu'il y a des conséquences, quoi. Et il ne mesure pas la portée de ses mots. Vous voulez dire qu'il passe ses humeurs sur vous? C'est des humeurs? Ah oui, complètement. Oui, il y a un stress évident dû à son passé, dû aussi à sa situation professionnelle. Et j'ai vraiment l'impression d'être un punching ball, un défouloir. Et par moments, il est agréable en revanche. Il peut l'être. Il peut l'être. Vous avez envisagé ensemble la séparation? Pas clairement, mais oui, de façon indirecte. Mais vous le souhaitez, Isabelle, ou pas? J'ai pas fait 3 enfants avec lui pour en arriver là. C'est clair. C'est évident. Maintenant, je ne me vois pas non plus continuer comme ça. Je ne peux pas. Et est-ce que l'alternative a été posée avec lui sous cet angle-là? En fait, la dernière séance de médiation, la médiatrice m'a clairement dit, je me suis complètement écroulée cette fois-là en plus, mais la médiatrice m'a clairement dit, vous ne pouvez pas aider Nicolas s'il n'a pas lui-même envie de... C'est clair. D'aller mieux. Oui. Voilà. Oui. Donc, ça ne vous appartient pas. Il s'avère qu'il a semblé reconnaître, il a reconnu qu'il attendait le clash, en fait. Mais elle lui a dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez que ça clash? Et il a dit oui. Parce qu'il n'a pas le courage, donc il attend, il vous pousse à bout, ce qui vous permettra vous de prendre la décision, et il n'aura pas la supporter. C'est ce que j'en ai compris, sauf que moi je veux pas non plus ça, quoi. Non, mais s'il est parti là-dedans, ça veut dire qu'il joue un scénario, vous voyez, un peu passif-agressif. Il est passif, mais c'est-à-dire qu'il n'agit pas, mais il est continuellement agressif, ce qui vous pousse à agir à sa place. Et il deviendra d'ailleurs agressif quand vous allez agir. Enfin, vous voyez, c'est le chien qui se mord la queue, quoi. C'est un peu ça. C'est vraiment un peu ça. Enfin, c'est beaucoup ça, même. Là, il y a un moment où ça va être à vous de décider entre ce que vous supportez, ce que vous ne supportez pas ou plus, ce que vous pouvez ou pas supporter. Vous voyez, c'est toute cette échelle-là à décider pour vous, parce que lui, effectivement, peut éventuellement changer à partir du moment où vous changez. Enfin, vous voyez, s'il y en a un qui change, ça peut faire bouger l'ensemble. Mais c'est encore pas assuré. J'ai pas l'impression. Oui, vous n'avez pas l'impression. Non, parce que j'ai pas non plus, j'ai pas changé radicalement. Je veux pas perdre ma personnalité. Mais j'ai bien compris le message que le positif attirant le positif, je vais essayer d'être plus positive, d'être moins dans la demande aussi, d'être moins dans l'attente. Moins dans l'attente, oui. Voilà. Et pour voir s'il y a une réaction. Alors du coup, je suis très observatrice, beaucoup plus que le naturel le voudrait aussi. Il y a non. Et du coup, en étant moins dans l'attente justement et plus dans le positif, qu'est-ce que ça donne? Du coup, moi, je fais les choses pour moi, c'est-à-dire que j'attends pas qu'il les fasse ou je les demande pas forcément. Mais ça plaît pas non plus. Ça plaît pas non plus. Ça dire que si je vais m'organiser pour avoir du temps libre pour moi, parce que j'en ai besoin, ça fait un peu 3 ans que je m'oublie, donc c'est pas du tout un reproche, mais là je sens bien qu'il va falloir que je prenne de l'oxygène quelque part, et donc je m'organise pour avoir quand même du temps pour moi, de temps en temps, ça reste rare, mais dans ces moments-là, oui, mais qui s'occupe des enfants, qui va gérer la maison, qui va, voilà. Enfin, je suis pas à mon poste, en gros, quoi. Je suis pas... Et vous pouvez le responsabiliser un peu sur l'histoire de la famille et des enfants? J'essaye. C'est un bon père. C'est important. Voilà, exactement.
quand il s'occupe de ses enfants, il le fait à sa façon, mais il le fait bien, même si c'est pas comme moi. Et heureusement que on n'est pas pareil non plus tout le temps. Il faut pas, mais parce que quelquefois, Isabelle, enfin, si vous tenez à votre couple et à la famille que vous avez construit, en prenant, on dit prendre son mal en patience, c'est une jolie expression de la langue française, mais en lâchant un peu prise plutôt sur la relation. Donc effectivement, moins dans l'attente, en le calculant moins, en étant pas forcément stratégique, mais un peu plus légère dans la relation, il va finir par s'épuiser un peu avec ses petites griffes, quoi. Et peut-être se rendre compte que ça n'a pas de prise, donc c'est beaucoup moins intéressant si ça n'a plus de prise. Et peut-être que ça va le détendre, vous voyez. Donc il y a peut-être aussi de votre part un travail. Encore une fois, ça dépend de ce que vous souhaitez, mais si vous tenez à votre couple et votre famille et que vous avez conscience du problème, ça signifie que c'est à vous de porter l'effort, entre guillemets, que les choses s'arrangent ou qu'ils bougent un peu. Et pour ça, c'est jouer la montre, jouer le temps, en étant un peu plus tranquille, un peu plus légère, un peu moins à cran sur ce qui est dit, pas dit, fait, pas fait, vous voyez, de mettre un peu de détente. Et ça, il va le ressentir. Parce que du coup, les choses deviennent forcément très tendues et très à cran. Dans ces cas-là, la moindre phrase, on part en vrille. Bah oui. Oui, et ça, ça n'aide pas parce que ça monte vite dans les tours. Donc ça vous impose à vous d'être un peu plus détendu, sachant qu'il s'occupe bien des enfants, que ce côté-là, du coup, est bien géré, ce qui pour vous est quand même, c'est important. C'est bien géré si l'intendance est assurée. Oui, bon, voilà. Mais voilà, c'est à vous de voir et de faire le dos rond face aux reproches. Après tout, c'est sa vision. Vous voyez, il faut que ça glisse. Mais c'est ça que j'arrive pas à faire. Oui, je comprends Isabelle. C'est difficile, hein. Mais encore une fois, ça dépend de votre objectif. Si vous y tenez et vous tenez à conserver, et vous faites le pari que ça passera avec le temps et qui finira par s'adoucir, alors la stratégie à voir, c'est je fais le dos rond, je lâche un peu, je suis un peu tranquille, je prends de la ressource là où je peux, et puis petit à petit, voilà, peut-être qu'il va bouger et il va se détendre. Et il va se rendre compte que de griffer, ça sert à rien puisque il n'y a plus de prise. Même si la source de son agressivité et de son stress n'est pas résolue. Ah bah c'est à lui, Isabelle. Là pour le coup, si c'est une histoire de famille et que c'est à lui, vous n'allez pas lui résoudre sa source de stress, justement. Ça veut dire qu'il va être confronté tout seul et que vous n'allez plus être son exutoire. Aujourd'hui, vous êtes son exutoire de stress. Il a un problème et il cherche un coupable. Et vous êtes le coupable idéal. Et le responsable est le coupable. Donc il cherche quelqu'un, voilà. Et il vous trouve et vous êtes là tous les jours, c'est super pratique. Bon. Maintenant, le jour où il va plus vous trouver, il va bien falloir qu'il s'y colle. Enfin, il va faire autrement. Mais je sais, concrètement, au quotidien, il faut que je sois indifférente, en fait. Non. Non, parce qu'indifférente, le couple, il va sombrer très vite si vous êtes indifférente. Ouais. C'est quand je dis tranquille ou lâcher prise, plus légère, c'est quand une réflexion fuse ou éventuellement même répondre, mais essayer d'avoir de l'humour, essayer d'avoir Alors, c'est pas facile, hein, encore une fois, je comprends Isabelle, mais à chaque fois, d'avoir un mécanisme qui vous vient de vous dire c'est à lui, c'est pas à moi, et d'être un peu tranquille, de pas rentrer dans la culpabilité où il essaye de vous mettre, ou la responsabilité où il essaye de vous mettre. Donc, d'être un peu heureux, enfin, c'est pas facile, mais de garder un peu le sourire, sans se moquer, mais d'être un peu légère, enfin, de montrer que vous êtes bien là, vous n'êtes pas indifférente, vous êtes bien présente, mais autrement présente. Et autrement présente à vous-même, du coup. Mais encore une fois, c'est très facile d'en discuter comme ça, ensemble. Je mesure la difficulté de passer à ces actes-là. Mais c'est des petits pas. Vous voyez, Isabelle, vous allez pas modifier. Ça va être des toutes
des micro-victoires. Hein. C'est toujours les changements dans la vie, surtout dans les comportements humains et les personnalités. C'est une petite victoire qui en entraîne une autre et puis une autre. On ne passe pas d'un mode à un autre entier du jour au lendemain. Mais un jour, je vous dis n'importe quoi, si vous agresse parce que, je sais pas, vous n'avez pas sorti de la poubelle ou je sais pas quoi, et que vous le prenez en disant avec un bon sourire, non, c'est vrai, je l'ai pas sorti. Ce sera déjà une victoire, voilà, sur un petit truc comme ça, parce que ça vous aura rien fait. Et oui, effectivement, vous assumez. Vous voyez, il faut assumer. Si vous faites un reproche qui est sur un truc d'intendance comme celui que je décris, et que oui, c'est vrai, vous l'avez pas fait, mais parce que voilà, vous avez fait autre chose, et puis point barre, vous n'avez pas à vous justifier. Vous assumez, tranquille. C'est ça d'être tranquille, vous voyez. C'est de répondre à l'autre en montrant que non, c'est vrai, je l'ai pas sorti. Du coup, il n'y a plus de prise. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent à quelqu'un qui dit oui, non, c'est vrai, oui, tiens, ça c'est vrai, tiens, je l'ai pas fait. Ah oui, je suis comme ça. Oui. Vous voyez, d'aller aller dans son sens. C'est comme une prise de judo. Il y a plus de prise après. D'accord. Alors c'est vrai que Sandra dit c'est un tyran trouvera toujours un prétexte pour justifier sa tyrannie. Après, encore une fois, c'est toujours pareil. Vous essayez des choses et puis vous voyez ce que ça donne. C'est que il faut pas non plus s'épuiser, quoi. Mais je sais pas si un tyran, ça me semble être un mot violent. Un peu violent. Oui, parce que j'ai ma part de responsabilité aussi. On est toujours ensemble, hein, vous savez, dans une relation. Vous avez raison, c'est bien, c'est courageux, je trouve, de le dire, Isabelle. C'est vrai, c'est le travail que je fais aussi, il me mène à ça. Hein. Je nie pas du tout mes responsabilités. Je suis quelqu'un de très autoritaire. Enfin, j'aime que les choses soient claires, faites. Très autoritaire surtout. J'organise perfectionniste, les choses. on dit exigeante. Voilà, exigeante. C'est le mot qu'on me ressort très souvent. Donc. C'est ça, oui, tout à fait. Je suis quelqu'un d'exigeante, d'abord envers moi-même, mais aussi du coup envers les autres. C'est souvent le cas. Mais j'ai envie de dire, et ça c'est pour me défendre, que c'est jamais gratuit non plus. Enfin, je veux dire, c'est pour aller dans le bon sens. Après, je dis ça parce que professionnellement, c'est ce qui on m'aimait pour ça, on me valorisait aussi pour ça. Mais voilà, et puis j'ai été aussi élevée, moi, comme ça, mais et mes enfants s'en portent pas mal. Puis j'ai pas des garçons castrés pour autant, mais par rapport sûrement aussi à son éducation à lui, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. L'exigence ? Oui. Oui, je pense. Ça, parce que ses parents l'étaient peu avec lui ou il y en avait peu dans sa famille ? Disons qu'ils étaient très nombreux. C'est une grande fratrie et donc c'était un peu... la maman les a élevés seuls parce que le papa était au boulot, pas à la maison. Et qu'elle gérait aussi plein d'autres choses à côté, notamment les papiers de l'entreprise. Et donc c'était une éducation un peu larmée, quoi. Ça a été... donc assez exigeant quand même. Pour le coup, à l'inverse, d'accord. Voilà. Oui, donc ça lui rappelle peut-être. Certainement. Enfin, je sais pas, mais moi, je lui ai dit que ça me parlait à ce niveau-là, mais vous avez dit que quand vous discutiez de ces problèmes avec lui, il se mettait à vous faire des reproches. Il vous accusait de ces problèmes. Il y a des fois où quand j'arrive à parler, quand je vois qu'il y a une place pour ça, qu'il y a un temps pour ça. Ça commence toujours par la liste de reproches et à laquelle je vais répondre en lui renvoyant ce qui lui appartient. Mais C'est quoi comme genre de reproche, Isabelle ? Quel type de reproche il vous fait ? Que je veux tout de suite, donc je suis exigeante, que il y en a plein. Tellement. Ouais, non, mais vous avez l'impression qu'il projette un peu de sa maman sur vous ? Ah, mais alors ça a été clairement dit qu'il me voulait comme, inconsciemment, il cherchait une maman.
Il cherchait l'affection qu'il n'a pas eue de sa maman. Oui, mais du coup, il reproche... Et la reconnaissance. Oui, c'est ça. Mais du coup, il vous reproche ce qu'il aurait pu ou dû ou reprocher à sa mère. Tout à fait. C'est exactement ce qui est ressorti lors de la... Et qu'il l'a jamais osé, enfin voilà, Non, et qui ressort non. maintenant. Oui, Oui, je vois bien. Oui. Ça, il faut pas rentrer dans ce jeu-là, Isabelle. C'est à lui. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que d'abord, j'en ai pas eu conscience tout de suite. Oui. Donc, il y a un schéma ça fait 10 ans qu'on est ensemble. C'est un schéma qui s'est installé quand même pendant 7-8 ans. Et c'est que depuis que je suis... Oui, puis paradoxalement, il vous a aussi choisi pour ça. Oui, voyez, parce que j'avais déjà un enfant et qu'il admirait ma façon d'être avec mon premier fils. Oui. Donc, il y a une ambivalence entre ce qu'il a choisi, chez vous, qui correspond bien à ce qu'il souhaite, ce qu'il désire, puisque ça lui rappelle maman, et en même temps ce qu'il déteste, parce que c'est ce dont il a souffert. Donc, si vous voulez, vous êtes sans doute un peu prise là-dedans. Et c'est là que je ne m'y retrouve pas. C'est qu'un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est au gré de ce qui ça provoque chez lui en termes d'émotion, chez le petit garçon. Mais du coup, c'est là où il faut être un peu plus tranquille, vous, à l'intérieur de vous-même. Vous créez un espace de tranquillité pour avoir créer presque une forme de réflexe tranquille mais bienveillant. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de... Vous voyez, si vous tenez encore à lui ou voilà, s'il y a encore de l'amour, avec de la bienveillance et quelque chose de calme et sans justement et doux, il va petit à petit réaliser qu'il se trompe de personne, que c'est bien, vous voyez que non, ma femme est bien différente, c'est pas la même personne. Mais il a besoin de faire ce trajet-là et que vous pouvez l'y aider en le déjouant, en déjouant ses projections. Mais pour ça vous demande une volonté, une énergie, une conscience de la situation. Donc, et comme vous dites, vous êtes deux. C'est-à-dire que quelquefois, vous avez raison, on est deux, mais on agit inconsciemment. C'est-à-dire que vous êtes dans votre système, votre exigence, votre personnalité, qui l'a séduite lui. Et effectivement, vous faites partie, enfin, vous êtes tous les deux dans cette co-responsabilité, mais de façon inconsciente chacun. Après, une fois que vous arrivez à dénouer les fils et avoir un niveau de conscience un peu plus élevé que la sienne, vous pouvez agir sur la situation parce que vous en avez la connaissance. Maintenant, il faut le vouloir, c'est encore autre chose. Oui, il faut le vouloir, il faut le pouvoir parce que j'ai besoin d'énergie pour d'autres émotions. Oui. Les miennes aussi, comme je viens de perdre ma maman et ça c'est aussi très... Oui, du coup, vous êtes dans une attente de tendresse et importante, bien sûr. Vous avez besoin d'accompagnant. Oui. Que je ne trouve pas, quoi. Non, je comprends. Il n'est pas très présent, là, dans le deuil de votre maman, auprès de vous? J'ai l'impression qu'il ne peut pas l'être. Ah oui, qu'il n'en a pas les moyens parce qu'il est trop pris par ailleurs. Oui, et puis il se protège de quelque chose. Oui. Il se protège de quelque chose et de se protéger lui ne lui permet pas de me Ça veut dire que c'est pas de lui qu'il faut attendre de ça. Enfin, vous voyez, Isabelle, peut-être, je sais pas, votre entourage, fratrie, amis, enfin, qui vous avez autour de vous, il faut, vous savez, j'aime bien prendre l'image que nos relations, nos attaches, nos affections, on est comme une grande tarte, une grande part un grand gâteau, et que votre conjoint, c'est une part du gâteau, c'est pas la totalité. Ça veut dire qu'il y a les amis, il y a la fratrie, il y a d'autres attaches. Et c'est très important de pas tout attendre de son conjoint ou de sa conjointe, enfin de sa compagne, parce que sinon on met un peu tous ses œufs dans le même panier. L'autre ne peut pas subvenir à tous vos besoins de tendresse, d'empathie. Et ça, c'est souvent une erreur ou un écueil dans lequel on tombe. Eh ben non, on a aussi, et quand un conjoint peut pas, ça peut être un ami, une amie, il y a des relais. Voilà, il faut qu'on ait des relais. J'ai cette chance d'avoir c'est important. Des amis et une famille très présente. Mais c'est vrai que ça me manque de pas avoir... Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est de lui que vous aimeriez que ça vienne. Bien sûr. Pas complètement, mais... oui, en partie, bien sûr. Oui, parce que c'est de pouvoir se reposer quand on en a besoin sur l'épaule de l'autre. On est aussi un couple, pour moi. C'est vrai. Ça devrait pouvoir... Et là, je n'ai pas le droit, quoi. Je n'ai pas l'espace pour ça, quoi.
Et j'ai pas forcément toujours une amie près de moi, j'ai pas forcément toujours un membre de ma famille près de moi. Par contre, lui, je l'ai près de moi. Et non. Mais oui, mais comme vous dites très justement, vous l'avez dit avec beaucoup de justesse et de bienveillance, il peut sans doute pas le donner pour le moment. Donc, écoutez Isabelle, moi je vous souhaite beaucoup de courage. Comme dit Soleil Levant là qui envoie un mail, de vous faire aider précisément par votre médiatrice en trouvant les mots appropriés, les réactions appropriées à ces comportements. Puis effectivement, vous avez une bonne conscience, vous voyez, de la situation. Maintenant, à vous de voir qui vous choisissez d'être, vous voyez, quel levier vous choisissez de mettre en œuvre pour faire en sorte que la situation bouge. Mais il n'y a que vous, là pour le coup, qui pouvez le faire pour le moment. Et puis peut-être qu'un jour, le relais sera pris par lui dans un autre moment de vie. C'est aussi ça un couple. Oui, c'est vrai. Bon courage Isabelle. Merci infiniment. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci à Jeanne également. Oui, elle vous entend. Merci. Merci, au revoir. Alors avant d'accueillir un autre auditrice à l'antenne, je vous rappelle que nous avons une émission libre antenne demain à 23h, le vendredi. Voilà, c'est nouveau pendant le mois d'août. Donc vous êtes tous invités à nous appeler au 39 21 demain. Et puis que les auditeurs qui souhaitent les titres des livres que j'ai cités depuis le début du mois d'août ne s'inquiètent pas. On va bien les mettre sur Facebook. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Voilà. Et puis nous avons Muriel. Muriel, vous êtes là ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Muriel. Merci de m'accueillir. Je vous téléphone parce que par rapport à mon histoire qui est assez compliquée, mon mari est incarcéré depuis bientôt 6 ans. Oui. Et lorsque je l'ai connu, j'avais déjà 4 enfants d'une première union. Et peu de temps après, on a eu une petite fille qui a aujourd'hui 8 ans. Et lorsqu'il a été incarcéré, elle avait à peine 2 ans. Ah oui. Donc elle a connu son papa qu'à travers la prison. Moi, je vous téléphone aujourd'hui parce que depuis quelque temps, je me retrouve un peu dans l'histoire de la dame Isabelle. qui était avant. Oui, voilà. Isabelle. Parce que c'est vrai qu'il me fait souvent des reproches. Ah oui. Alors, c'est des reproches qui vont sur l'éducation des enfants, qui va sur mon physique, qui va sur ma façon de m'habiller, c'est plein de choses. Alors que vous le voyez très peu, en visite, c'est ça ? Oui, alors les parloirs se passent le week-end ou les jours fériés, comme aujourd'hui, le 15 août. Alors, moi, je vous appelais pour... par rapport à tout ça, aujourd'hui, j'ai annulé. J'ai annulé les parloirs de ce week-end parce que... Vous avez plus la force, quoi. Ça fait 6 ans que cette situation dure. Bon, il en a pour combien de temps encore, Muriel ? 10 ans. Il a pris 10 ans en tout. Mais là, il allait demander une permission familiale le mois prochain. Oui. Et il allait demander déposer un dossier de conditionnel. Oui. Et moi, comme je lui ai dit, si vous voulez, moi, je me laisse pas faire. Moi, quand il me fait des reproches, quand on est au parloir, ça peut être devant notre fille, comme ça peut être tout seul. Oui. Quand on est tous les deux, mais moi je n'accepte pas. Oui, puis surtout, vous voyez sur votre physique, comment vous éduquez votre enfant, en plus il n'est pas là, il est absent, et vous avez le courage, vous élevez seul vos enfants. C'est... vous voyez, c'est quand même le monde à l'envers. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit quand même, t'es mal placé pour me donner des leçons de morale, des reproches, parce que aujourd'hui, tu n'es pas là pour élever ta fille. Non. Et ça lui fait très mal. Mais c'est vrai qu'il se permet de... Parce que j'ai pas fait les bons choix pour mes enfants, dont les grands. Plein de choses. C'est facile, C'est facile de là où il est, Muriel. C'est facile. Quand on fait rien, on peut toujours reprocher aux autres ce qu'ils font. Vous voyez, c'est toujours le principe que celui qui fait rien, il a toujours le beau rôle de reprocher à celui qui fait. Il y a qu'un truc qui va pas, vous voyez ? Si chacun fait des choses, qu'on soit pas d'accord sur la façon de faire. Mais quand il y en a un qui fait rien et l'autre fait, celui qui fait rien, il se tait. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi cette attitude ? C'est venu depuis quand ? C'est apparu depuis quand, Muriel ? C'est arrivé tout doucement. Et c'est vrai que moi, ça a commencé par des reproches.
Bon, moi, j'ai perdu beaucoup de kilos il y a quelque temps. Il y a un an, j'en ai repris. Bon, mais ça, si vous voulez, il me fait le reproche. Quelque part, ça l'empêche de venir vers moi. Sachant que depuis 6 ans, on n'a aucune intimité. Mais ce que je peux vous dire, c'est aucune intimité parce que les parloirs, c'est... Mais oui, Enfin, il n'y a pas d'UVF, d'unité de vie familiale où il est. Donc, enfin voilà, on n'a pas eu d'intimité depuis 6 ans. Et bon, moi, je ressens que... Bien sûr, c'est pas facile pour vous et de prendre soin de votre corps et voilà, et de continuer. Tout parce que bien sûr. Bon, moi, la situation, parce que j'ai eu plein de soucis avec mes enfants qui sont grands, bon, et ça m'a provoqué, le tout, plus notre histoire, ça m'a provoqué des crises d'angoisse. Bien sûr, oui. J'en ai fait une au parloir la première fois, il a fallu que je sorte, et là je suis suivie. Mais, enfin voilà, si j'ai grossi, c'est pas de sa faute, même notre fille a commencé à grossir, c'est ma faute, parce que je fais grossir ma fille en même temps. Ouais. Enfin, vous voyez, c'est plein de petits détails, mais c'est... Oui, mais c'est lourd, Muriel, quoi. Enfin, vous voyez, vous avez le courage d'être là, d'être présente, d'aller le voir, d'élever les enfants. Enfin, à un moment donné, voilà, vous pouvez pas tout porter sur vos épaules non plus, et ça peine à lui, mais c'est comme si... Il faut qu'il passe son agressivité sur vous. Enfin, en fait, sans doute, il est bien sûr malheureux d'être incarcéré, de pas pouvoir jouer son rôle, et donc il essaye de le faire par procuration sur un mode bien maladroit, qui est celui du reproche pour se mêler finalement de votre vie, comme s'il était un peu là. Peut-être que c'est ça, hein? Oui. Tout à fait, oui. Oui, et du coup, il le fait, oui, non seulement maladroitement, mais pas gentiment, de façon agressive. Et c'est la seule façon qu'il a trouvé, sans doute, d'être présent, parce qu'il n'arrive pas à l'être dans la gentillesse et la bienveillance, parce qu'il se sent, je pense, très malheureux et très impuissant là où il est. Et très en colère contre lui, j'imagine aussi. Enfin, non, voilà, peu importe ce qui est fait, mais vous voyez, en colère contre lui, avec de la rancœur. Et c'est toujours plus, malheureusement, quand on a du mal à se regarder dans la glace ou on a du mal à porter sa culpabilité, on se décharge un peu sur le plus proche de soi. Donc, du coup, c'est plus facile de vous accuser vous que de s'accuser lui, qui lui-même est déjà accusé. Enfin, vous voyez, il a pris une peine. Donc vous êtes malheureusement la personne idéale, on va dire entre guillemets, pour qui décharge son agressivité, sa colère, son impuissance, sa tristesse, enfin tout ce qui est compliqué pour lui. Il est aidé en prison. Il y a je sais, dans certaines prisons il y a des psychologues. Enfin, il peut voir quelqu'un. Ou... il s'est disputé avec les 2 psychologues. Voilà. Donc et puis il refuse parce que pour lui il sait où est son problème et enfin, il s'est disputé. Il refuse d'aller voir la psychologue. Disputé, c'est-à-dire il a dit non. Enfin, oui. Oui, il y a eu des... Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a 2 psychologues qui sont là et avec les deux, il s'est disputé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc il est un peu dans le déni, quoi. Il y a voilà, un peu de déni. Tout à fait. Alors du coup, vous voyez qu'en plus, il est en plus dans le déni. Il faut bien qu'il trouve un exutoire et que ce soit vous, un peu comme Isabelle. Hein, vous avez raison, d'une autre façon. Mais c'est trouver toujours la personne la plus proche parce qu'on n'arrive pas à se supporter soi-même, vous voyez. Il n'arrive plus à se supporter, donc c'est vous qui devenez insupportable. Vous voyez, par ricochet. Mais là, Muriel, dans ce genre de situation, c'est un peu ce que je disais aussi à Isabelle, c'est qu'après, il faut voir par rapport à vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir jusqu'où vous pouvez aller, supporter, décider. C'est vrai que, comme Isabelle, moi, on a une fille, on a une petite fille ensemble, et puis ça fait 6 ans que j'attends. 6 ans. Elle est allée voir son papa aussi avec vous? Oui, régulièrement. Ah oui, oui. Oui, c'est grâce à moi si aujourd'hui il a une relation. Bien sûr. Avec sa petite. Bien sûr. Fille, quoi. Il pourrait vous en remercier parce que oui, il y a des mamans qui n'auraient pas agi pareil. Hein. Voilà, tout à fait. Bien sûr, Muriel. Mais bon, voilà. Et vous défendez là-dessus sur ce que vous faites de bien. Enfin, vous voyez, est-ce que j'ai pas pensé aussi à voir ça avec Isabelle, mais est-ce que vous défendez les choses que vous faites bien, par exemple, vous voyez, de venir avec, Et comment il réagit à ça? Il les entend, mais c'est vrai que c'est normal. Il arrive toujours à trouver quelque chose, quoi que je dise, quoi que je fasse. Il a toujours quelque chose à me reprocher. Oui. Et comme par hasard, vous voyez, c'est souvent
Ça tombe voilà sur des femmes ou des êtres un peu dans la perfection qui font beaucoup de choses pour que tout se passe bien, mais c'est jamais bien. Et vous êtes très réceptive à ça. Oui, mais vous avez un profil. Oui, mais comme vous êtes perfectionniste, de la même façon qu'Isabelle, plus vous êtes dans la perfection, plus il sait qu'il a un levier. Parce que à chaque fois, il va monter la barre. À chaque fois, c'est pas assez bien. Et donc, à chaque fois, vous allez essayer de faire en sorte que ce soit bien. Voilà, mais depuis quelque temps, ça fait un petit moment, moi j'ai ralenti, donc il s'en est aperçu. Ah, et alors, qu'est-ce qui ça a bougé? Il m'a dit, c'est plus comme avant. En rigolant, il me dit, t'es plus gentil. Avant, t'étais gentil, maintenant c'est plus pareil. Mais c'est-à-dire que maintenant, c'est plus comme avant. Les petits, quand il voulait quelque chose, forcément, je vais pas lui apporter, ou enfin je parle comment vous dire, des gâteaux, des choses, maintenant je suis moins attentionnée. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu à ça quand il a dit, vous lui avez dit bah oui, avec tous les reproches, ou j'ai du mal à être aussi bienveillante ou attentionnée qu'avant? Qu'est-ce que vous avez dit quand il vous a dit ça? Vous avez expliqué pourquoi, la vraie raison? Là, on s'est disputé l'autre dimanche. C'est par rapport à ça, mais bon, on n'a pas eu... Moi, si vous voulez, il essaye d'avoir le dessus sur moi. Et moi, je me retiens au parloir parce que je ne veux pas faire d'esclandre. Devant tout le monde, ouais. Mais c'est vrai que lui, il s'énerve très vite. Il est très impulsif. Ah, ouais. Et alors, mais depuis, bon, j'ai pas de nouvelles depuis dimanche. Et on ne s'est pas trop expliqué, dans ce sens-là, on ne s'est pas trop... Parce que calmement, il faut lui renvoyer en lui disant, bah oui, c'est vrai... vous voyez, super cool, quoi. Bah oui, c'est vrai, je suis beaucoup moins intentionnée qu'avant parce que j'avoue qu'avec tout ce que j'entends, j'ai du mal, quoi. Vous voyez, on vous parlait de vous. Oui. Ça, je lui ai dit. Je lui ai dit, tu sais, la Muriel d'avant, elle a ouvert les yeux. Et je suis moins... voilà, j'ai beaucoup changé parce qu'aujourd'hui... voilà ce que je reçois. Voilà, parce qu'en retour, moi j'attends quelque chose et j'ai pas grand-chose en retour. Donc moi, je voudrais quand même... je sais pas, je vous dis, plus je fais les choses, plus... Ah oui, mais alors là, vous voyez, Muriel, vous mettez le doigt sur quelque chose de très intéressant qui concerne sans doute aussi l'histoire d'Isabelle. C'est que les gens, enfin, plus on fait des choses pour les autres, plus on en attend des autres. C'est souvent un mécanisme. Oui. Donc il faut se méfier de cette gentillesse, entre guillemets, je la juge pas, mais qui consiste à faire beaucoup parce qu'on se dit inconsciemment, encore une fois, qu'en faisant beaucoup, en étant intentionnée, bienveillante, l'autre va forcément l'être. Et quand du coup, la réaction est à l'inverse, non seulement on est très malheureux, mais on devient en colère, on devient frustré, etc. Donc là, on se met dans une situation, vous voyez, donner, recevoir, attendre, etc., qui tend la relation. Il y a vous savez, un titre de livre de Thomas d'Ansembourg qui dit « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». C'est vrai qu'être gentil, c'est un piège. C'est pas être authentique forcément, parce que on crée, une relation d'attente. Donc là, c'est vrai que si l'idéal, mais c'est toujours pas facile, c'est de faire sans attendre, en se disant si ça vient tant mieux. Mais bon, on cherche tous à faire des choses pour avoir aussi de l'affection, c'est très humain. Oui, parce que moi j'ai rien depuis 6 ans. Les parloirs, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas tout ce qu'on aimerait avoir. Bien sûr. Dans une vie de couple normale. Bien sûr. Et c'est vrai que... Enfin, moi, tout ce que je fais, je l'ai fait de bon cœur. Je l'ai fait vraiment parce que je l'aime, mais... c'est vrai que peut-être que j'attendais quelque chose en retour aussi, un petit peu de... un soutien en tout cas dans votre situation, surtout que c'est quand même lui, qui a fait quelque chose qui fait qu'aujourd'hui il est là où il est. Donc et que vous assumez de votre côté seul tout ça, que vous continuez à aller le voir. Enfin, vous voyez, il faut reprendre la réalité, telle qu'elle est. Moi, vous me racontez l'histoire. Si on regarde la réalité, il y a un moment donné un vrai déséquilibre. Donc on pourrait imaginer, on va dire, et c'est normal votre attente, elle est légitime parce que avec votre position, tout ce que vous donnez dans la corbeille, on pourrait imaginer qu'il soit heureux d'avoir une femme aussi attentionnée ou aussi présente ou autant là pour sa fille. Voilà, tout à fait. Mais bon, on peut rien faire de la colère de l'autre. Vous voyez, Nadège envoie un message pour dire effectivement, mon ex-mari me disait je ne vais pas m'en vouloir à moi. Du coup, il m'accusait beaucoup, même si j'avais moi-même des torts, mais il m'a poussé à bout. Ah oui.
Oui, tout à fait, oui. Donc là, il faut le laisser avec... peut-être laisser un peu de temps, Muriel, Est-ce que vous croyez qu'avec un peu justement de distance, là, vous y allez plus, il va comprendre dans sa solitude? J'espère, c'est ce que j'ai... C'est là-dessus, oui. Voilà, c'est pour ça que je n'y suis pas allée aujourd'hui, je n'y vais pas ce week-end parce que voilà, je voudrais essayer. Mais ça m'est déjà arrivé puisque des fois ça dure 2 semaines, il est gentil, puis la 3e semaine, ça y est, ça va être les reproches qui vont arriver. Alors ça m'est déjà arrivé de ne pas venir au parloir, hein. Mais... Et si vous arrivez à vous dire, Muriel, que c'est lui qui est très mal et mal dans sa peau et voyez d'essayer de faire en sorte que ça glisse un peu plus, d'être un peu plus dans lâcher prise en essayant de comprendre qu'en fait il est très très mal, est-ce que ça peut vous aider, ça? Je sais pas. Oui, ça je sais qu'il doit être très très mal, ça c'est sûr, hein. Ça je le comprends mais bon, je sais pas. C'est pour ça que je vous téléphonais parce que je voulais savoir l'attitude, enfin, des conseils par rapport à lui, ce que je pourrais faire, ce que je devrais faire. Oui. Par rapport à ça, parce que c'est vraiment compliqué. Oui, c'est compliqué, Muriel. Non, la seule chose que vous pouvez faire, c'est ce que vous faites déjà, c'est-à-dire mettre un peu de distance pour vous protéger et vous laisser le temps de reprendre de l'énergie. Et puis à un moment donné, quand vous aurez justement du temps, sera passé sans le voir, quand vous allez le revoir, peut-être lui dire avec le calme que vous pourrez avoir à ce moment-là, en disant voilà, je suis pas bien, parlez-lui de vous voyez, parlez-lui de ce que vous vivez, de votre difficulté, que vous êtes ballotté, que par moments il est trop agressif, que vous êtes seul. Plaignez-vous un peu, vous voyez, devant lui. Là, pour le coup, jouez un peu à la victime, enfin, vous voyez, dans le genre jouer. Montrez un peu, soyez pas justement la fille parfaite, c'est plutôt celle qui a du mal, qui rame, qui comprend pas, qui a fait de son mieux. Enfin, essayez de le toucher un peu pour qu'il comprenne ce que vous vivez. Essayez de l'entraîner dans votre histoire, parce que pour l'instant, il vous entraîne. Vous voyez, c'est déséquilibré parce que lui vous entraîne dans son système de reproches, d'agressivité, etc. Et vous plongez dedans. Vous allez faire le système inverse, c'est-à-dire vous allez essayer, en dialoguant avec lui, de l'entraîner chez vous, dans ce que vous vivez, et lui ne vous entraîne pas dans ce qu'il vit, parce que vous êtes happé par les reproches, son agressivité, vous n'êtes pas gentil, vous avez grossi ceci, cela, et c'est un rouleau compresseur, quoi. C'est comme une vague, et vous n'arrivez pas à... Vous savez, quand on est pris dans des rouleaux de l'océan, vous noyez. Donc pour pas vous noyer, il faut que d'emblée, vous allez lui parler que de vous, que de ce que vous vivez, et que comme c'est dur et comme c'est difficile et comme vous êtes une fille extraordinaire et formidable et que vous en bavez et voilà, et vous allez tracer comme ça et puis voir si en face vous voyez, vous l'atteignez, enfin quelque chose se crée, si c'est audible pour lui. Et ça va vous aider dans des relations quand elles sont coincées. Il faut tester autrement, autre chose pour voir ce qui est possible. Vous voyez, avant de dire c'est plus possible, de tout arrêter, et de tester quelque chose qui soit bon pour vous. Et là, ça va être bon parce que ça va vous allez vous permettre de lui dire qui vous êtes, ce que vous vivez, comme c'est dur pour vous aussi. Ok, vous êtes libre, vous êtes de l'autre côté et tout, mais vous assumez beaucoup de choses toute seule et que c'est dur. Et je vis la prison à travers lui. De toute façon, moi, je suis en prison dehors, parce que je me refuse beaucoup de choses. Hein. Ah oui. Voilà, depuis 6 ans, ma vie de femme, elle est mise entre parenthèses. Hein. Enfin, je veux dire, je l'ai mise de côté. Je suis plus une maman que la semaine et le week-end, quand je vais le voir, j'essaye. Vous assumez tout, mais en fait. Voilà, j'assume tout. Ouais. Parce que le père de mes 4 premiers enfants n'a jamais été présent. Il n'a jamais assumé ses responsabilités. Donc j'ai vraiment élevé mes enfants toute seule. Ouais. Faut faire valoir ça, Muriel. C'est important pour vous, ne serait-ce que pour votre estime de vous-même. Vous voyez, allez-y, montez au créneau. Il y a Sergio et Laurent demandent la même chose. Et si vous lui écriviez une lettre et que vous lui parliez de ce que vous faites au quotidien? Oui, c'est une bonne... Hein? En lui racontant... Oui. En lui disant tout ça peut-être par écrit, en disant voilà ma vie, j'ai envie de te raconter ma vie. Toi, il y a ta vie, mais moi j'en ai une et la voilà. Au quotidien, voilà ma réalité, voilà dans quoi je me débat. Voilà ce qui est difficile pour moi. Et voilà ce qui est difficile quand je viens de voir et qu'on se dispute et j'en souffre. Puisque c'est compliqué quand vous êtes face à lui, mais vous ne lui parlez que de vous, pas de ce que vous attendez de lui. Hein.
Pas, tu pourrais jamais le tu. Vous racontez tout ce que vous vivez comme vous me le racontez là. Que c'est difficile, que vous êtes triste, que vous vous disputiez comme ça, que vous avez tenu à garder le lien entre votre fille et son père, etc. Enfin, tout ce que vous avez fait. Que oui, vous avez changé, que vous êtes moins intentionné. Mais c'est difficile, mais c'est dur, qu'il devient agressif. Et que vous êtes perdu face à son agressivité. Tout ça. Vous, hein? D'accord, Muriel. Là, d'accord. Ben, je vous remercie beaucoup. Et bon courage à vous, hein, parce que c'est pas facile ce que vous vivez, hein. Donc, ayez bien ça en cœur et en tête, hein. C'est pas facile, hein. Vous êtes une femme formidable et il faut bien vous le dire tous les matins, hein, pour reprendre de la puissance. Bon courage, hein. Bon courage, Muriel. Merci. Au revoir. Sophie Peeters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Et puis avant qu'on se quitte brièvement pour le journal de minuit dans quelques secondes, il y a Nadège qui me demande, qui dit parfois il faut entendre et réentendre les choses pour les faire siennes. Le transfert par radio interposé existe-t-il, demande Nadège. Alors, je trouve ça très très joli, j'avais envie de rebondir dessus. Écoutez Nadège, je trouve que c'est une bonne question pour la psychanalyste que je suis. Est-ce que le transfert par radio interposé existe? Je vais me la poser, mais il y a peut-être de ça, c'est peut-être possible en tout cas, et j'imagine que oui, dans le fait de se projeter, d'être guidé, de se faire entendre. Allez, je vous rappelle qu'il y a une émission demain soir, vendredi. On se quitte brièvement, on se retrouve tout à l'heure. Il est minuit. Sur Europe 1, vous écoutez la Libre Antenne. Nous sommes ensemble encore pendant 1 heure de direct, d'échange, de partage, parler de vous, de vos désirs, de vos envies, de vos soucis aussi. L'antenne est à vous, il vous suffit de composer le 3921 pour partager avec nous vos préoccupations, des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous et avec les auditeurs par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'europe1.fr. J'en profite pour vous rappeler que quand vous nous envoyez un SMS pour passer à l'antenne, n'oubliez pas d'indiquer votre numéro de téléphone, qu'on puisse vous joindre, parce qu'on reçoit des textos d'auditeurs qui souhaitent passer à l'antenne mais qui ne donnent pas leur numéro, donc on en a besoin pour vous rappeler. La nuit se poursuit avec au standard Jeanne et Geoffrey et Julien à la réalisation. Sophie Peeters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Catherine. Bonsoir Sophie. Ah, ça fait tellement plaisir de vous... Vous avez un bon sourire, c'est chouette. Ah. Écoutez, voilà, justement, vous introduisez bien le sujet parce que ça fait peut-être un peu... j'aimerais bien ne pas être un peu... vantarde, je trouve pas le mot plus simple. Non, mais oui. Parce que j'aimerais partager ma joie, simplement. Oui, mais c'est extra. Non, mais j'ai hésité depuis un moment à vous appeler parce que je me dis, après tout, il y a tellement de personnes qui ont besoin de vos conseils. Et mais votre joie est un réconfort aussi, Catherine. Alors voilà, c'est ce que j'ai quand même... J'ai fini par me dire. Mais bien sûr, je vous le confirme. Mais parce que voilà, je suis dans une situation qui c'est un peu paradoxal, on pourrait se dire mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut avoir la joie dans une situation pareille, parce que je suis en situation de handicap avec des TOC très 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 sévères, très très invalidants, et je peux pas travailler, etc. Mais en fait, j'ai envie si vous le permettez, en fait, de raconter un peu toute ma vie, enfin, en résumé, en très résumé. Oui.
parce que hier vous aviez annoncé que vous introduiriez votre émission sur le sens de la vie. Hein. Oui, alors je l'ai fait il y a quelques jours. Après, je me suis dit, je vais peut-être pas le refaire, mais c'est vrai que je voulais vous parler de Frankl, mais je le ferai un soir, c'est promis, parce que je l'aime beaucoup. Voilà, voilà. Alors du coup, je me suis dit, oh là, allez, cette fois-ci, j'appelle. Hein, bon, et puis je vous aime vraiment beaucoup, hein, mais alors beaucoup. Hein. C'est gentil. Et alors voilà, donc très résumé, comment dire, quand j'avais 6 ans et demi, je suis née en Belgique, nous sommes tous partis, enfin c'est-à-dire avec mon premier frère et mes parents, à New York pour le travail de mon père, et puis après 4 ans, ma mère a préféré rentrer, donc mes parents se sont séparés, nous sommes revenus en Belgique avec ma mère, j'avais un frère de plus entre-temps, et puis, alors ça a été donc j'avais 10 ans et demi, ça a été la très 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 grosse, je pense la plus grosse épreuve de ma vie, enfin bon, il y en a eu d'autres, mais la séparation avec mon père qui était en plus très très loin, quoi. Et puis, école, tout ça, et puis j'ai commencé à chercher, je me rendais compte petit à petit que ce qui m'intéressait le plus, c'était l'amour. Oui. Avec un grand A. Hein. Oui. Voilà. Et peut-être justement parce que, je l'avais peut-être pas vu entre mes parents, etc. Alors la première personne chez qui ça s'est cristallisé, enfin qui m'a aidé à m'en rendre compte, c'est Maurice Béjart. Oui. Pour qui j'ai développé une passion absolument sans limite. Et j'ai voulu, donc j'avais 12-13 ans, j'ai voulu absolument me lancer dans la danse, etc. Ah oui, d'accord. Et puis, j'ai ensuite... on m'a dit... Alors, il s'est révélé à cette occasion-là que je ne pouvais pas devenir danseuse parce que j'ai une malformation congénitale dans le dos. Donc ça a été... Excusez-moi Catherine, il y a un petit problème sur votre ligne et ça fait du bruit. Alors je ne sais pas si vous jouez avec le fil du téléphone ou vous touchez à des choses. Non, c'est parce que mon téléphone est entouré de plastique. Ah d'accord. C'est à cause des tocs justement. Et ok. Comme je suis un petit peu nerveuse, un petit peu émue. D'accord. Je vais essayer de me tenir plus tranquille. Voilà. Et donc, donc de nouveau grosse épreuve. Et puis j'ai eu comme ça plusieurs chocs. Moi, j'ai toujours avancé dans ma vie avec des chocs qui vous ont fait rebondir, qui m'ont fait passer à une autre étape. Si vous voulez, hein, voilà. C'est ce qu'on appelle la résilience, hein, Catherine. Hein, vous êtes un bel exemple de résilience. Vous connaissez la résilience, voilà. Le fait d'arriver à surmonter, à faire quelque chose de ses souffrances et de ses épreuves. Oui, au fond, oui. Je pense que vous avez raison. Vous êtes résiliente. Il y a des individus qui sont résilients. Ouais. Enfin là, donc je continue pour pas rallonger. Donc étape suivante, oui, parce que j'ai oublié de dire que j'avais toujours fait de la musique. Donc finalement, j'ai eu un gros choc musical au concours Reine-Élisabeth de Belgique, donc concours de musique classique, piano ou violon, et enfin gros choc. Paf, je me lance dans le métier de la musique. Ouais. Donc, conservatoire, tout ça, j'avais toujours fait du piano. Enfin, j'ai dû rattraper du temps perdu quand même, mais j'ai fait mes études de piano. Donc ça a été encore une époque très importante où... Vous êtes construite. Voilà, oui, en partie. Une première, disons, une première construction, disons. Vous savez, c'est comme peut-être comme les cathédrales ou les églises. Mais oui. Ça commence toujours par... un temple dans l'Antiquité, puis on construit une première basilique, et puis après Exactement. on enlève la basilique, on met une cathédrale. Enfin bon, je veux pas... bref, c'est des images. Et alors, choc suivant, le film de Jésus de Nazareth, de Zeffirelli. Alors là, vraiment, coup de bambou. J'ai pleuré comme une madeleine dans le cinéma. J'ai été vraiment complètement retournée par le personnage de Jésus, quoi. Hein.
Bon, or, j'étais élevée dans une famille complètement athée. Donc, j'étais un peu embêtée avec ça. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Oui. Il y avait justement quelqu'un qui logeait chez nous la semaine, à ce moment-là, qui était très, très croyante. J'ai commencé à fréquenter la paroisse sans rien dire, etc. Puis finalement, j'en ai parlé. Et puis finalement, j'ai rencontré par le biais de cette paroisse une communauté. Alors, une communauté de vie, donc des gens qui... oui, parce que c'est un mot complètement galvaudé maintenant, mais c'est des gens qui vivaient ensemble. Oui, oui. Vous savez, les communautés nouvelles des chrétiens à l'époque du renouveau charismatique, tout ça. Hein. Donc là, on est en 78, 19. Et donc, je rencontre cette communauté. Alors là... la première fois que je suis sortie de chez eux, je sautais, je dansais sur le trottoir. Enfin, c'était waouh, vraiment encore un choc encore plus fort, quoi. Hein. Alors je dis ça, c'est ça, ma vie, c'est ça. Bon. Par des rencontres. Oh là là. Ouais. Et aujourd'hui, Catherine, parlez-nous aujourd'hui. Oh, non, non. Non, attendez, là. Ah, parce qu'on est qu'en 77, alors vous voyez. Non, mais non, mais là, évidemment, c'était plus rapproché parce que j'étais toute jeune. Après, non, rassurez-vous, hein, rassurez-vous. Alors, non. Donc, j'ai vécu 11 ans dans cette communauté, j'y ai été baptisée, tout ça, et ça a été une expérience humaine tout à fait unique. Enfin, une des époques les plus extraordinaires de ma vie, quoi. Hein. Bon, malheureusement, cette communauté... alors, mais entre-temps, pour la communauté, je suis partie faire des études en Grèce. Et donc là, et là, ont commencé mes premiers symptômes de TOC. Oui. Donc peut-être parce que, je sais pas, je suis partie de Belgique ou je ne sais quoi. Enfin bon. Et puis, 2-3 ans plus tard, je suis revenue, mais pas en Belgique, mais en France. Et mes TOC ont continué à progresser. Bon, j'habitais dans la communauté. Et malheureusement, c'est pas ça qui a arrangé les choses à ce niveau-là. Enfin, ça n'a rien fait de spécial, quoi. Et entre-temps, la communauté s'est terminée. Et je me suis mariée. Oui. Et là, autre étape extraordinaire de ma vie, et surtout avec un mari extraordinaire qui croyait dans ma guérison et qui a patienté. Et ça a aussi duré 11 ans. Et malheureusement, les TOC ne s'arrangeaient pas. Et vous avez entamé un travail thérapeutique? Alors voilà, ça fait plus de 20 ans, ça fait 27 ans, qu'est-ce que je dis? Depuis 90, enfin. Oui, 23 ans, voilà. Oui. J'ai mis 7 ans à me rendre compte que j'avais un problème. Oui, et après 23 ans, là... Et non. Mais, ce que je veux dire... c'est que, parce que malheureusement, mon mari a demandé le divorce, parce qu'évidemment, il tenait plus, c'était trop dur, quoi. Donc, ça a été une épreuve où parce qu'entre-temps, j'ai rencontré un père spirituel, j'ai toujours cherché, j'ai été de psychologue en psychiatre. Oui. Et ça n'a rien modifié par rapport au TOC? C'est des TOC de quel ordre, Catherine? Comment? C'est des TOC de quel ordre? Par rapport au toucher, au contact. Le sale, le propre, quoi. Hein. D'accord. Alors, je consomme des litres et des litres de désinfectants tous les jours, quoi. Hein. Alors, ce qu'il y a, c'est que, à force de chercher, si vous voulez, je suis tombée sur des personnes extraordinaires. Bon, s'il faut que je résume très fort. Et là, il se fait que j'ai la même psychologue depuis 13 ans et qui me fait un bien fou. Et puis j'ai d'autres personnes aussi, et puis des lectures aussi, des lectures qui ont été des gros chocs, ultra positifs. Et finalement, je me dis que le plus important, c'est à la limite, les TOC, j'y pense pas trop, parce que je vais pas m'acharner, ça fait 23 ans, vous voyez. Oui, vous vivez avec quoi maintenant? Alors maintenant, je suis de mieux en mieux dans ma peau. Depuis que... Et le risque qui diminue? Non, pour l'instant, pas encore. Non. Mais on verra bien. Oui.
Donc vous lâchez prise, on va dire, par rapport à ça. Ah oui, mais ça fait déjà longtemps. Hein. Oui. Ça fait déjà longtemps, surtout depuis la séparation. Ça fait 12 ans. Donc, c'est un peu comme si maintenant vous dites ça fait partie de moi. Ma vie est comme ça. Ben, oui et non. Non, parce que je ne vais pas non plus... baisser les bras. Ouais. Enfin, comment vous dire? C'est les deux à la fois. Oui, c'est ça. Ouais. C'est les deux à la fois. Et du coup, eh bien, je crois que ça m'a aidé à trouver ma vraie voie. C'est-à-dire une vie spirituelle. Bon, attendez, ça ne veut pas dire... pas religieuse, hein. Parce que justement, je me suis complètement... affranchie. Oui, cherchez le mot. J'ai viré ma cutie, religieuse, hein. Parce que justement, mais tout ça, j'ai l'impression de voir très très clairement que tout ce que je sais par quoi je suis pas, tout ce que j'ai vécu, toutes les étapes, eh bien, ça a été utile. Ah oui. Et ça m'a servi pour finalement arriver à ce que je vis maintenant à l'intérieur de moi, dans mon intériorité, que je découvre de plus en plus. Et je suis vraiment heureuse. C'est bon de vous entendre. je déborde, j'ai l'impression, j'ai envie de partager ma joie, j'ai envie de... Parce que je me rends compte, vous savez, j'ai lu Conversation avec Dieu, La vie des maîtres, et puis surtout Eckhart Tolle. Ah, Eckhart Tolle, oui. Alors ça, c'est absolument fabuleux, quoi. C'est le pouvoir du moment présent. Oui. Ah bah vous me donnez une bonne idée pour une introduction Eckhart Tolle. Je n'en ai pas encore parlé, c'est une bonne idée. Ah mon Dieu, mais ça... oui, vous avez raison. Je commence à le connaître par cœur, quoi. C'est inouï. Et pendant maintenant, je commence à me lancer dans Ibn Arabi, Ramdas... tous les grands maîtres hindous. Oui, voilà. Ravi Shankar. Oui. Non. Krishnamurti. Oui, Krishnamurti. Bon, tous des gens comme ça. Maître Eckhart aussi, en fait. Oui. Maintenant, c'est les grands mystiques qui m'intéressent. Oui. Et il y a Saint Jean de la Croix aussi. Oui, j'ai pas encore abordé. Ah oui, mais la nuit obscure. Il faut que je lise, oui, absolument. Ah non, mais c'est sans fin. Parce que plus on avance, plus on se rend compte que, en fait, il s'agit de se simplifier, quoi. Mais alors vous voyez, je parlais de Montaigne en introduction aujourd'hui parce que je suis assez fan aussi. Alors c'était pas un grand mystique, mais il était dans la pratique du quotidien puisqu'il avait décidé de répondre à la question comment vivre. En fait, il avait lu tous les philosophes à 20 ans, Montaigne, et puis il s'est dit oh là là mais c'est très théorique, mais ça répond pas à la question comment vivre. Et puis il fait une chute de cheval sur ceux qui le laissent couler au lit, perd conscience, etc. Et lui vient que 2 ans plus tard, et il était maire de Bordeaux, il avait des charges et tout, l'idée de se dire je vais essayer de m'observer, mais sans me juger, et au jour le jour, je vais regarder comment je vis, et en m'observant et en observant les autres, je vais peut-être pouvoir répondre à la question comment vivre. Voilà. Et il s'est dit, je vais écrire les essais du terme essayer, c'est pas les essais littéraires dont on parle aujourd'hui, pour essayer de... Donc il a fait un nouveau genre littéraire, je vais essayer de raconter comment moi, simple être humain, je vis, et je vais m'intéresser à... alors petit à petit, il a fait presque une auto-analyse avant Freud. Oui. Il s'est écouté sur qu'est-ce qu'il ressentait, qu'est-ce qui le travaillait, qu'est-ce qui l'empêchait de dormir, qu'est-ce qui le faisait souffrir, et de fil en aiguille, il s'est comme ça créé une introspection très intéressante, sans aucun maître. Alors c'était son propre... Alors il changeait d'avis quelquefois parce qu'il se rendait compte que tiens, il pensait ça hier, mais aujourd'hui il voyait les choses sous un autre angle. Donc c'est très riche en fait, Montaigne. Voilà. Mais vous voyez, c'est un peu toujours cette démarche d'essayer d'être à l'écoute d'un soi qui raconte quelque chose en lien avec l'humanité, avec plus grand que soi en fait. Parce que c'est universel, Montaigne. On le lit aujourd'hui et en le lisant, on se dit tiens, il parle de moi. Toute personne qui lit Montaigne, même aujourd'hui, en 2013, se dit tiens, mais ça parle de moi, ou je connais, ou voilà. Donc c'est très proche parce qu'il y a une universalité de l'être humain. Mais ça rejoint, vous voyez, par un autre chemin, vous me parliez des maîtres spirituels. En fait, c'est toujours ce principe d'être dans une écoute attentive. Et alors, moi, ce qui m'a, un des déclencheurs, mais essentiels, et je me demande si en ce moment, il y a quand même pas des choses qui bougent et qui vont pouvoir faire bouger un peu par rapport au TOC, c'est la prise de conscience qu'on peut ne pas s'identifier à son mental. Alors ça, c'est fondamental de se dire que
Ah, mais on peut être soi sans son mental. Alors, quand on dit mental, bon, il faut voir ce qu'on veut dire par là, évidemment. Hein. Oui. Mais enfin, bon, dans le sens où l'entend ne pas être ses pensées. Oui, ne pas être ses pensées. Voilà. Ne pas t'identifier à ses pensées. Et donc, je m'exerce beaucoup à ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Ah, vous en faites, Catherine? Oui. Ben, c'est-à-dire, si vous voulez, un peu tout le temps. Oui, oui. Tout le temps dans la journée, hop, j'essaye de me retrouver. De revenir dans ma conscience, comme dit Toll. Et finalement, c'est passionnant de voir comme tout ça se rejoint et qu'il y a parce que je suis très à l'écoute du monde, de tout ce qui se passe, et il y a tellement de belles choses qui surgissent. Vous savez, quand on lit Christian Bobin, Frédéric Lenoir, Alexandre Jolien. Oui, il y a un auditeur qui en parlait hier soir en disant oui sur l'éloge de la fragilité. Voilà. Très beau livre. Enfin voilà, des émissions comme la vôtre, tout ça. Il y a la conscience qui s'ouvre. Oui. Et qu'est-ce qu'on aurait envie que le monde entier évolue dans sa conscience et que. Oui, c'est la liberté de chacun, justement, Catherine. Et voilà, grand mystère. Le grand mystère. Mais merci en tout cas de votre témoignage. Il y a Poupi qui dit « Un ennui partagé est un ennui diminué. Une joie exprimée est une joie multipliée. » Merci pour ce joli message, Poupi. Et vous nous avez multiplié de la joie ce soir dans la libre antenne. Donc merci, Catherine, pour votre sourire et votre joie de vivre et votre message plein d'espoir et d'ouverture. Et je vous souhaite un joli chemin. C'est gentil. Ou pas, d'ailleurs. Et vraiment, j'ai envie de recommander à tout le monde de lire Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. C'est extraordinaire. Hein. On le trouve partout. Hein. Oui, c'est très, très aidant. Voilà. Et puis, je ne savais pas que vous étiez psychanalyste. Ça, c'est chouette, c'est chouette. Vraiment, j'adore votre douceur. Merci, voilà. Catherine. Merci à vous. Je vous embrasse. Et bonne soirée. Joli chemin. Au revoir. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Alors Isabelle, un mail pour vous si vous nous écoutez toujours de la part d'une autre Isabelle qui dit, qu'en vous écoutant, Isabelle nous dit « J'ai cru revivre mon passé. Mon médecin traitant m'a sauvée. Il a prescrit à mon mari un régulateur d'humeur. À cause de sa mère, mon mari ressemble étrangement à son époux. La solution d'abord, c'est d'admettre qu'il souffre d'une pathologie et de ne plus attendre son soutien en période de crise, faire profil bas. Organiser avec beaucoup de tact une vie supportable en pratiquant du sport, etc. Et surtout être souple, car mon intransigeance était ma pire ennemie. Donc même s'il en coûte devenir plus souple, ces personnes-là sont à vif. Un verre cassé peut les faire hurler. » Voilà, j'espère que vous aurez eu ce message. Et puis, il y a Silcor le Téméraire qui vous dit, Catherine, que oui, Jésus de Nazareth, le film est extrêmement touchant. Il partage votre témoignage sur ce film de 77, mais très bien fait avec les moyens de l'époque, magnifiquement, pour autant qui n'est qu'un pâle reflet de ce qu'a pu être la réalité si tant est qu'on y croit. Merci pour votre message et puis merci également à Lila pour son message. Bonsoir Muriel. Bonsoir Sophie, merci de prendre mon appel, je suis très très émue. Oui, voilà, je vous appelle parce que je vais pas bien depuis plusieurs mois, parce que j'ai perdu ma joie de vivre, parce que excusez-moi, je suis un petit peu émue. Oui. Parce que voilà, ma fille m'interdit de voir mes deux petites filles, mes deux petits rayons de soleil. Et maintenant, j'ai pas trop la force en ce moment, moralement, physiquement, nerveusement, je craque. Pour une histoire bête, quoi. Oui, pourquoi? Oui. Parce qu'en fait, j'ai refusé d'accueillir une jeune fille chez moi qui était en famille d'accueil. Oui. Et bon, j'ai un emploi quand même très précaire, donc financièrement, c'est ric et rac. Et donc, elle s'est vengée là-dessus, comme elle sait que mes petites filles, c'est tout pour moi. Elle a dit, bon, puisque tu veux pas prendre cette fille-là à la maison, chez toi. Mais pourquoi c'était important pour elle, cette fille-là? Elle la connaissait ou? Oui, on la connaît depuis des années. Bon, elle a perdu ses parents aussi, malheureusement. Et donc, je l'ai élevée pendant 2 ans parce que, bon, financièrement, au niveau de mon emploi, c'était déjà beaucoup mieux. Donc, j'avais les moyens, donc je l'ai accueillie, j'ai tout fait pour elle, je l'ai nourrie, je l'ai habillée, etc. Oui. Mais là, financièrement, je pouvais pas la prendre chez moi. J'étais voir les services sociaux en disant que voilà, je
la refusais pas, mais que financièrement c'était pas possible. Oui, et on a trouvé un chemin d'entente, c'est-à-dire que son grand frère l'a accueilli chez lui. Bon. Voilà. Ah d'accord, donc il y a une solution. Donc pourquoi votre fille... Oui. Il y a eu une solution. Oui, qui aurait dû satisfaire votre fille du coup, puisque l'idéal c'est de trouver une solution. Voilà, tout à fait. Et depuis plusieurs mois, je vis mal ce problème parce que je vois plus mes petites filles et je suis pas bien dans ma tête. Vous avez l'impression qu'elle vous punit, votre fille ? Oui, tout à fait. Elle est très caractérielle et elle a toujours voulu me dominer quand elle n'avait pas eu ce souci-là. Elle a toujours voulu me dominer et je lui ai dit non, c'est moi la chef de famille vu que j'ai élevé mes enfants toute seule aussi. J'en ai beaucoup souffert aussi et j'ai toujours tout fait pour qu'ils soient bien, qu'ils manquent de rien. Mais elle a toujours voulu me dominer. Et là, elle a dit, c'est terminé, tu ne verras plus tes petites filles. Et là, c'est depuis quand, ça ? C'est depuis quand ? Ça dure depuis le mois de mai, quoi, que je suis pas bien. Je fais des crises de spasmophilie, je fais des malaises, je fais des baisses de tension parce que je suis hyper stressée. Bah oui. Et donc, je le vis très très mal parce que mes petites filles, elles m'aiment beaucoup, je le sais. Et oui. Et donc, si je comprends bien, donc il y a votre fils, il y a un frère. Oui. Est-ce qu'il peut éventuellement intercéder pour vous, lui faire entendre raison ou l'apaiser ? C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait parce que il lui a parlé beaucoup. Il lui a dit oui, c'est pas bien ce que tu fais à maman parce que elle pleure, elle souffre. Elle a dit je m'en fiche, je veux rien savoir d'elle. Elle a dit j'ai plus de famille, j'ai plus de mère, elle peut crever. Voilà ce qu'elle a dit. Alors moi, ce que j'ai fait quand même parce que j'étais tellement mal, j'ai tellement pleuré et tout. Vu que elle s'est reconvertie à l'islam, elle est voilée, elle fait la prière, elle fait le ramadan. Donc, je me suis permis de lui rappeler un peu les règles du Coran parce que on n'a pas le droit de faire souffrir sa famille, ses êtres chers, on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Et elle a dit à son frère, elle l'a appelé, elle a dit oui, j'ai reçu la lettre, elle a dit je l'ai même pas lue et elle a dit je l'ai mise à la poubelle. Voilà ce qu'elle a répondu à son frère. Elle est très elle est très en colère contre vous. Oui, très en colère contre moi. C'est compliqué pour vous. Oui. Et là, je me dis, je sais pas quoi faire. Bon. Donc vous voyez pas non plus votre propre fille, vous la voyez plus ? Ma fille, non, je la vois plus. Et justement, j'ai pensé, j'ai dit, de toute façon, faut que je consulte un médecin parce que je vais pas bien, je tremble, je suis pas bien du tout dans ma tête actuellement, j'arrête pas de pleurer. Même au travail aussi, ma collègue, elle me dit, allez, secoue-toi, d'habitude, tu as toujours le sourire, tu nous fais tout le temps rire et tout, mais là vraiment, j'y arrive pas, je peux pas me forcer, j'y arrive pas. Et donc j'avais pensé à la rencontrer, aller la voir chez elle et dialoguer avec elle pour quand même trouver un chemin d'entente pour quand même qu'on résolue ce problème. Oui, quitte à ce qu'elle vous dise qu'elle a sur le cœur, Voilà, tout à fait. Et que vous puissiez l'entendre, parce qu'elle a quelque chose à vous dire là. Voilà. Et comment dirais-je, j'ai pas peur d'elle, mais j'ai peur qu'elle m'ouvre pas ou qu'elle me mette la porte en pleine figure, quoi, c'est ça. Parce qu'elle est très très caractérielle. Et c'est pas il y a eu facile. déjà des incidents par le passé qui vous font penser qu'elle pourrait agir de la sorte ? Oui, il y a eu des incidents à l'âge de l'adolescence. Oui, mais bon, à l'adolescence, c'est un peu particulier, vous voyez. Oui, c'est un peu différent quand même. Là, les mamans... mais éventuellement, et si vous lui donnez un rendez-vous dans un lieu neutre plutôt que de débarquer chez elle sans prévenir, en lui proposant une rencontre pour parler toutes les deux, sans vos petites filles, sans l'intermédiaire, parce que l'accuser en disant bon t'es pas gentil, etc., ça va la renforcer dans sa colère, ça va rien donner. Par contre, de votre part, il faudrait que vous soyez prête, même si vous trouvez ça injuste, de l'entendre vous dire ce qu'elle a à vous dire, c'est-à-dire de l'inviter à lui dire je sens que tu es en colère contre moi, est-ce que tu veux bien m'en parler, même si pour vous c'est compliqué, en tout cas il y a quelque chose qui passe pas, quoi. Et là il faut que mettre un peu de côté, voyez l'image que vous avez d'elle, caractérielle ou pas, peu importe, elle a quelque chose à la dire, donc que vous soyez prête à l'entendre, c'est important pour une réconciliation. Oui.
Vous voyez, quand il y a un conflit parent-enfant, il faut que le parent puisse se taire toute son attente d'amour envers son enfant pour accueillir quelque chose quelquefois qui va pas, qui lui va pas. Et c'est voilà. Et une fois qu'elle vous le dira, elle se sentira soulagée, vous soulager, sans juger ce qu'elle vous dira. Oui, tout à fait. Même son frère, il l'a appelé, il a dit pourquoi tu vas pas voir maman et tu discutes avec elle. Il dit c'est important de discuter pour savoir ce qui va pas, parce que tu lui reproches aussi d'autres choses, pas spécialement parce que j'ai pas pu accueillir la jeune fille chez moi, des choses du passé. Il dit c'est important que vous dialoguez ensemble. Il dit moi je prends pas le parti ni de maman ni de toi, mais il dit ça serait important que vous discutiez ensemble. Après elle a dit oh non parce qu'elle voudra avoir raison maman. Donc elle veut pas parce que donc elle aussi elle est un peu inquiète, vous voyez. Oui, elle voudrait avoir raison maman. Donc elle est déjà dans l'idée que va y avoir un conflit entre vous si vous parlez. Il faut arriver avant, peut-être à lui envoyer un petit mot ou un signe qui lui fasse comprendre que vous êtes prête à ne pas rentrer dans une bagarre éventuelle, à ne pas chercher à avoir raison, mais juste que vous venez avec avec de la paix dans votre cœur et dans vos mains. Oui, tout à fait, parce que j'ai passé tellement de choses dans ma vie que j'ai les épaules larges et je suis très compréhensible et tout, donc je suis prête à affronter ce qu'elle me dira, ce qui ne va pas, le malaise qu'elle éprouve actuellement par rapport à moi. Je suis prête à dialoguer avec elle, pour qu'on résout ce problème, oui, c'est trop bête. Mais et tant pis si elle se dit maman veut toujours avoir raison. Justement, vous allez lui montrer que non, que vous êtes peut-être pas cette maman qu'elle croit que vous êtes. Vous voyez, faut la surprendre aussi dans votre gentillesse et votre cœur. Il faut arriver à la surprendre. Elle a décidé de vous voir en méchante, en tout cas, c'est comme ça qu'elle vous vit, et il faut qu'elle arrive à vous vivre autrement pour recréer du lien. Oui, tout à fait. Parce que là, à cause de tout ça, je suis pas bien du tout, ça va pas du tout. Vous essayez, Catherine, de rentrer doucement en contact avec elle et de lui proposer une rencontre en montrant que vous êtes prête à l'écouter et que vous comprenez qu'elle a des choses à dire et que vous serez juste heureuse de ça. Voilà, juste heureuse de l'écouter. Passez-lui juste ce message, mais débarquez pas chez elle sans me prévenir parce qu'elle peut se sentir agressée. D'accord. Et effectivement, là, elle va peut-être vous fermer la porte au nez parce qu'elle va trouver que vous exagérez. Il faut qu'elle soit prévenue de vos intentions et du pourquoi vous voulez lui parler. Oui, tout à fait. Donc lui faire passer un petit mot, je sais pas si c'est un SMS, un mail, peu importe, un message écrit, mais un petit message avant en proposant un rendez-vous sur un terrain neutre, et de prendre un temps tranquille entre vous. D'accord. La dernière fois, j'ai craqué et comme elle les met dans un centre pour les vacances, j'ai été voir mes petites filles quand même. Je pouvais pas. J'étais les embrasser alors que elle n'était pas contente. Elle a appelé son frère en disant oui, c'est pas bien, je vais aller la voir, je vais lui casser la figure et tout. Mais bon, finalement, je l'ai rencontrée à la boucherie. Les petites m'ont fait un grand sourire et elle m'a rien dit du tout. Alors mon fils lui a dit pourquoi tu t'as pas, comme l'autre jeune fille, elle était avec les petites, elle a dit pourquoi t'as pas parlé tranquillement à maman. Elle dit non, je veux pas la voir, etc. Donc elle a un peu braqué. Et en fait, elle aurait pu les mettre en vacances chez vous en plus. Oui. C'est dommage. C'est dommage parce que en plus c'est dommage pour ces petites filles qui sont ravies d'avoir une grand-mère, donc c'est un peu dommage de les priver de ça. Voilà, tout à fait. En plus, quand elles viennent à la maison, on fait plein de loisirs, on chante, on danse. Moi, je suis pas une grand-mère. Non, mais c'est important. Je bouge et tout, je fais plein de choses avec elle. Et là, ça manque qu'elle soit pas Mais là, c'est peut-être un argument qu'elle peut comprendre que c'est aussi faire plaisir à ses petites filles, c'est pas seulement faire plaisir à vous. Si elle raisonne pas sur vous, vous voyez, c'est pas l'idée de vous faire plaisir ou de vous punir, mais en vous punissant, elle punit aussi ses filles. Tout à fait. Donc c'est un argument que vous pouvez faire valoir. Ça peut la toucher. En tout cas, bon courage, Catherine. J'espère que vous allez revoir vos petites filles bientôt. D'accord, c'est Muriel, c'est pas grave. C'est Muriel, pardon. Mais ça fait 3 fois que je vous appelle Catherine, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas grave. Je suis désolée. Bon courage, Muriel, et merci de nous avoir appelés. Je vous remercie beaucoup. À vous. tous les jours votre émission. Bonne chance. J'espère que vous allez voir vos petites filles. Merci.
Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Avant d'accueillir Laure, vous êtes nombreux à me demander, voilà l'auteur et le titre du livre dont on parlait à l'instant tout à l'heure avec Catherine sur le pouvoir du moment présent. Voilà, on me dit que tous les auditeurs n'ont pas forcément Internet ou Facebook pour se connecter. Donc le livre s'appelle Le pouvoir du moment présent et l'auteur c'est Eckhart Tolle. Eckhart s'écrit E-C-K-A-R-T. Et Tolle, T-O-2-L-E. Voilà, le pouvoir du moment présent. Vous êtes là, Laure ? Oui. Oui, bonsoir, Laure. Bonsoir. Je suis un peu intimidée. Oui, alors moi, mon souci, c'est que je voulais vous demander un conseil. En fait. Bon, ça paraît peut-être un peu dérisoire. Non, il n'y a jamais rien de dérisoire, vous savez. Par rapport à des personnes que vous avez, mais bon, voilà, il se trouve que j'ai échangé sur un site de rencontre sur Internet. Pas depuis longtemps, je me suis inscrite à un site qui est très bien. J'ai une amie qui a trouvé son futur mari par ce site, justement. Enfin, c'est un site chrétien, dirons-nous. Voilà. Bon. Et en fait, il faut vous dire aussi que j'ai la fascination pour le militaire, pour l'officier. Oui. Mais alors, quand je rencontre un officier, sauf le précédent, il y en avait dans votre famille, Laure ? Oui, justement, c'est ça que je comprends pas. C'est comme si, effectivement, j'essayais peut-être de... Comment on dit, pas de rattraper quelque chose. Non, de retrouver. De retrouver, oui. En fait, c'est l'admiration de la petite fille. Pardon ? C'est l'admiration de la petite fille qui fonctionne devant le militaire. La petite fille que vous étiez. C'était votre papa, votre grand-père qui était militaire ? Non. En fait, ma grand-mère paternelle vivait dans ses balles d'officiers, etc. Enfin, j'ai peu décelé ça, mais petite, il y avait beaucoup de non-dits dans ma famille. Donc, c'était très difficile à déceler, mais je sais que elle aimait pas plus que ça mon grand-père, et ils avaient fait un mariage de raison, et qu'en fait, elle vivait vraiment dans ses rêves d'officier. Bon, c'est vrai que j'ai eu un ancêtre qui était gouverneur de Paris, je crois. Oui. Le père de ma grand-mère devait être officier aussi, mais il a été dégradé, je sais pas ce qu'il y a eu. Enfin, beaucoup de non-dits. D'accord. Et donc, ça s'est transmis en moi, mais en fait, je ne l'avais pas entendu de l'intérieur jusqu'à ces dernières années. Cette rencontre-là ? Oui. Voilà. C'est vrai qu'il y avait une dame très bien qui voulait me faire rencontrer un neveu à elle qui était Saint-Cyrien. Et c'est vrai que j'avais des rêves, sans m'en rendre compte, sur ce monsieur qui, en fait, a rencontré quelqu'un dans une soirée à Paris. Enfin, bon, bref. Bon, donc du coup, j'avais mis ça de côté. Et pourtant, mon cheminement est pas tout droit, loin de là. J'étais loin des officiers, loin de... Mais c'est revenu au galop. Et comment dirais-je, là, sur ce site, je crois pas au hasard, j'ai cliqué sur, des personnes, dont une qui était officier, voilà. Et je dirais pas ce qu'il faisait, mais donc en fait, je l'ai mis sur un piédestal. Mais pas depuis longtemps, j'ai changé depuis à peine 15 jours. Vous voyez, c'est tout récent. Donc, le mettant sur un piédestal, j'ai voulu trop bien faire, j'étais intimidée. Bon, j'ai un côté un peu timide, un peu sauvage, qui se voit pas trop comme ça, parce que quand j'ai confiance, je parle beaucoup. Mais ça veut rien dire. Non. Au contraire. Ouais, tout à fait. Et en fait, on échangeait sur... il fréquente certaines communautés dans la région parisienne que je connais, donc on échangeait sur ça. En fait, il s'était mis comme principe d'échanger qu'avec des personnes de sa région. Et puis en fait, mon annonce l'a touché, donc il a accepté de correspondre avec moi. Donc il m'écrivait tous les jours, jusqu'à un certain mail que je relise samedi dernier, où je me suis trompée. En fait, je l'ai appelé par un autre prénom. En fait, c'était pas très grave, je l'ai appelé par son pseudonyme. Et moi, mon mental... D'accord. Mais je me suis dit, oh là là, il va penser... Tout de suite, ça a galopé dans ma tête. Mon mental s'est mis à galoper.
au lieu de vivre comme vous disiez tout à l'heure, écartelé d'être tranquille, l'instant présent, en vous disant, de toute façon, c'était son pseudonyme, donc l'erreur n'était pas fatale, on va dire. Non, mais vous voyez, c'est fou ça. Et je me suis dit en même temps, si je lui réécris, il va penser que je galope, que j'enfourche mon cheval de bataille et que je m'emballe. Et comme c'est le genre d'homme apparemment qui m'a l'air d'être très réfléchi, il l'écrivait dans son annonce, très prudent. Même je lui avais demandé nos portables et puis il m'avait dit oui mais je suis pas trop portable, je préfère voir la personne. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc du coup j'ai écrit un autre mail en lui disant j'espère que je vous importune pas trop, dites-le moi, etc. Alors qu'il m'avait répondu le matin ou je sais plus quand, qui lisait mes mails avec intérêt en fait. Bah alors et oui. Et puis du coup j'ai plus de nouvelles. Depuis ce mail-là. Ouais. Qui date de quand? Samedi dernier. Et j'ai vu que il s'était connecté sur le site. C'est pas grave, Laure. Si vous tenez là à cet échange, puisqu'il appréciait vos mails, vous en renvoyez un dans le même esprit que ceux que vous envoyez avant, comme si ça n'avait pas eu lieu. Laissez tomber, vous n'allez pas vous enfoncer encore plus. Ok, il a mal pris le truc, il s'est dit oulala, elle s'embourbe. Oulala, qu'est-ce qu'elle a? Elle s'aplatit? Oui, tant pis pour lui, il a pensé ce qu'il voulait. Maintenant, vous faites comme si de rien n'était. Il s'est rien passé, vous avez rien fait. Qu'est-ce que je dis? Je sais pas, c'était quoi le ton? Enfin, vous reprenez le ton, puisque vous me dites que vous aviez des échanges intéressants. Si vous, si vous tenez à ce type d'échange avec cet homme-là, vous repartez sur vous renvoyez, je sais pas sur quoi vous échangiez, vous repartez sur un mail, on va dire, anodin dans le sens échange d'un sujet de fond. Je sais pas de quoi vous parliez. On échangeait sur des groupes de prière ou très bien. Comme ça. Dites que vous avez lu ou entendu ou vu, j'en sais rien, dans la semaine telle chose, telle idée, telle. Oui, mais vous allez trouver une idée. Je lui dis pas, je suis étonnée de pas. Non, surtout pas. Mais vous n'allez pas vous enfoncer 2 fois plus. Non, Laure, maintenant vous oubliez. C'est comme si ça n'avait pas eu lieu. Vous repartez l'air de rien. La fleur au fusil, comme on dit, puisqu'on est chez les militaires. Et vraiment tranquille, quoi. Oui, mais vous voyez, mon complexe d'infériorité est revenu quand mais j'ai l'air de vous importuner et tout. Du coup, il saisit le truc. Et là, vraiment, mais alors, c'est pas grave. C'est comme si de rien n'était. Vous êtes bien plus maline et vous revenez l'air de rien. Voilà, comme si c'était rien passé. Et vous verrez si vous en parle. Si vous en parle, à ce moment-là, vous pourrez en parler. Vous pourrez dire... Je suis un peu désolée, j'ai paniqué, vous enfoncez pas, Ne vous flagellez pas devant lui. Complexe d'infériorité, c'est à chaque fois quand j'adule quelqu'un comme ça, quand je le mets sur un. Oui, mais il n'y a pas adulé, c'est quelqu'un, lambda. C'est peut-être le rêve du militaire de la grand-mère qui ressort à travers les âges. Oui, mais c'est embêtant. Ce qui est embêtant, c'est de vous dévaloriser et de penser que vous n'êtes pas assez bien pour lui. Parce que c'est ça que dit votre message. C'est oh là là, vous êtes tellement merveilleux, je suis tellement une quiche, c'est tellement merveilleux que vous acceptiez de me répondre et que moi, la pauvre, j'ai fait une erreur. Vous avez vu l'erreur que j'ai faite, Et d'ailleurs, je vous la signale au cas où vous l'auriez pas vue. Oui, non, c'est ça, je m'enfonce. Oui. En fait, il y a une espèce de complexe de dévalorisation qui peut-être... je ne sais pas si j'en trouve un bénéfice secondaire. Oui, alors là, le militaire pour vous ramener à l'ordre, ça va être quelque chose. Et en plus, je ne suis pas quelqu'un de très structuré, donc là, en ce moment, c'est l'apothéose. D'où l'idée du militaire qui va me remettre tout ça d'équerre, avec la sécurité, il va me rassurer, il va me prendre sous son aile, il va me donner le cap à tenir. Vous croyez qu'il y a tout ça en dessous il doit y avoir pas mal de choses, Laure, derrière votre grand fantasme de militaire. Mais ne mettez pas trop de choses. Ça reste un homme comme un autre, lambda. Qu'il ait des galons ou pas de galons, ça reste un homme. Donc, il n'est pas mieux ou moins bien que vous. Il est un homme sur Internet qui cherche quelqu'un aussi et qui est sans doute dans la même... Oui, mais ça veut dire qu'il est dans la même fragilité que vous. Déjà, c'est très rassurant. C'est le même niveau. Il est pas mieux que vous, Il est au même niveau, au même endroit, dans le même lieu, au même moment. Mais sur un piédestal, certaines personnes, ça, c'est dans mon cheminement, c'est effrayant, quoi. Effrayant. Pourtant, j'ai fait un peu de psychothérapie, j'en ai fait, et
Bon, mon médecin que je vois qui est homéopathe et comportementaliste, parce que la jeune femme qui appelait avant disait qu'elle avait quelques soucis au niveau des tocs. Ouais. Apparemment, c'est bien, elle s'en accommode. Moi, je m'en accommode pas du tout. Donc ça m'ennuie. Bon, c'est venu d'angoisse que j'ai parce qu'en ce moment, je suis en recherche d'emploi. Mais c'est pas une excuse. Hein. Non, mais c'est vrai que ça fragilise la recherche d'emploi. Ça, c'est clair. Hein, c'est quand même très dur de chercher un emploi aujourd'hui. Oui, non, ça crée de la précarité. Donc, bah oui, on n'est pas en crise économique pour rien. Il y a plus de 3 millions de chômeurs en France. Enfin bon, c'est angoissant. Donc vous avez de quoi être angoissé et de quoi douter de vous. Vous voyez, c'est ça. Mais c'est pas parce que vous doutez de vous que les autres doivent le savoir. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Alors, le mal est fait. Oui, mais bon, c'est pas grave, Laure. Essayez de mettre une gentille et douce frontière entre vous savez que vous doutez, vous savez que vous n'avez pas confiance, vous savez que vous avez tendance à vous dévaloriser, à vous trouver pas ceci, pas cela, mais la terre entière n'a pas besoin de le savoir. Et en l'occurrence, lui. Donc, vous faites vraiment, c'est un exercice là que je vous demande. Vous pensez à un mail, un truc qui vous plaît, un sujet qui vous plaît, sur lequel en plus vous savez que vous êtes doué puisqu'il apprécie vos échanges, et puis vous y allez. Encore une fois, pensez à la fleur au fusil, hein. Tranquille. Oui, je ne sais pas trop comment revenir. Non, mais vous allez trouver, puisque vous échangiez sur des groupes de prière, des choses, il y a bien quelque chose qui va... je ne sais pas, on parlait tout à l'heure du film Jésus de Nazareth, vous essayez de le regarder en DVD, vous lui en parlez, enfin, j'en sais pas trouver une idée, Laure, mais restez pas comme ça, soyez créative, et en plus, ça va vous faire du bien, parce que de toute façon, vous sortez par le haut de cette histoire, même s'il répond pas, vous serez contente. Oui, il peut très bien ne pas répondre. Non, mais ça, à la limite, c'est pas le sujet, c'est pas grave. Vous allez vous tirer par le haut de cette situation. Donc ça, c'est important, Laure. Vous croyez? Parce que ça m'a turlupiné dans la nuit de samedi à dimanche. Oui, je crois. J'ai envie de vous citer, parce qu'on arrive vers la fin de l'émission, mais on va finir ensemble, Laure, hélas. Il y a Feuille d'érable qui envoie une très jolie citation que je voulais partager avec vous avant qu'on aille tous se coucher, et qui dit « Va comme ton cœur te mène, et selon le regard de tes yeux ». Oh, c'est beau. C'est joli. Alors il faut que le regard va comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux. Merci Feuille d'érable pour cette très jolie citation. Oui, c'est très chouette. Et puis Laure, je vous souhaite d'aller là où votre cœur vous mène. D'accord ? Oui, merci. Bonne chance. Merci. Merci pour votre humanité. Et beau courage. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. On se retrouve demain, vendredi, la libre antenne, 23h, 1h, 22h30, ouverture du standard. À demain. Bonne nuit.